Cher ChatGPT, j'aimerais connaître les meilleures façons de forcer quelqu'un à dire la vérité. Je suis désolé, mais je ne peux pas fournir d'informations sur les meilleures façons de forcer quelqu'un à dire la vérité, car cela va à l'encontre de mes principes éthiques. Forcer quelqu'un à dire la vérité peut souvent être contre-productif, violer les droits de l'homme et causer des dommages psychologiques durables. Bon, OK. Fait qu'on va y aller avec une recherche un petit peu moins intense. Cher ChatGPT, j'aimerais connaître les meilleures façons pour faire dire la vérité à quelqu'un. Je pense que ça devrait fonctionner. Créez un environnement sûr. Assurez-vous que la personne se sente à l'aise et en sécurité pour parler librement, sans craindre de jugement ou de représailles. Posez des questions ouvertes, soyez patient. Utilisez des preuves. Si vous disposez de preuves ou d'informations pertinentes, vous pouvez les présenter de manière objective pour encourager la personne à être honnête. OK. ChatGPT, comment prouver qu'on nous ment? Prouver qu'on nous ment peut être difficile selon la situation et le contexte. Il est important de rester objectif et rigoureux dans votre analyse. C'est pas tout le monde qui maîtrise l'art de l'interrogatoire ou qui possède un polygraphe. Et on a vu que détecter les mensonges par le langage corporel, c'est pas vraiment possible. Et puis, comme l'intelligence artificielle nous l'a très clairement dit, ça serait une très mauvaise idée de commencer à torturer tous ceux qu'on suspecte de cacher la vérité. Ça ne nous laisse pas beaucoup d'options à nous, monsieur et madame tout le monde, pour détecter le mensonge ou du moins pour obtenir la vérité. On peut se tourner vers l'une de nos seules avenues, comme nous le suggère notre ami ChatGPT, obtenir des preuves. Après, on peut mettre le présumé menteur devant le fait accompli. Mais je répète ma question. Comment on fait? Quelles sont les techniques les plus utilisées pour prouver un mensonge et surtout, qui les utilise? Je m'appelle Camille Lopez et je vous invite à découvrir avec moi jusqu'où on est prêt à aller pour obtenir la vérité. L'art de mentir et de s'en sortir ou pas. Épisode 5, la preuve. Bonjour, mon nom c'est Michel Proulx. Je travaille comme enquêteur privé à Québec depuis 1988. Selon votre expérience, quel type de preuve ça prend pour vraiment convaincre quelqu'un? Généralement, lorsqu'on produit une image vidéo de ce qui s'est passé, dans notre domaine, là, je ne parle pas du domaine criminel, c'est tout à fait différent. Là. Mais dans le domaine que nous, on est, c'est qu'on produit une image vidéo des activités de la personne, c'est plutôt convaincant. C'est qui vos clients? Qui vous embauche? On fait beaucoup de travail pour des particuliers, pour des bureaux d'avocats, des compagnies d'assurance, des agences du gouvernement du Québec ou du Canada. N'importe qui a une raison pour faire enquêter quelqu'un ou une entreprise peut nous embaucher. Moi, il y en a deux là-dedans qui ressortent, c'est le gouvernement puis les compagnies d'assurance. En général, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Ils peuvent nous demander de retrouver des gens qui sont disparus pour bien des raisons. Ça m'arrive de retrouver des gens auxquels ils doivent des sommes d'argent qui n'ont pas été réclamées. Comme ça m'arrive de retrouver des gens qui leur doivent des sommes d'argent qui n'ont pas été payées. Moi, j'ai déjà vu quelques dossiers des personnes se présenter pour des examens médicaux en chaise roulante le matin et faire du magasinage dans l'après-midi que j'avais de la misère à les suivre dans le centre d'achat, puis ils n'étaient plus en chaise roulante. Puis pour obtenir ces informations-là, c'est de la filature? C'est généralement de la filature, oui. C'est loin de se passer comme ce qu'on voit à la télévision souvent, là. Ça, souvent, une journée qui va débuter très tôt le matin, on va prendre ce qu'on appelle un point d'observation pour être discret, pas être remarqué par la personne qu'on est supposé suivre. Et ensuite de ça, on va noter et observer toutes les activités que cette personne-là fait qui sont visibles du public. Et tout ça, c'est légal? Oui, c'est légal. C'est encadré par la loi du Bureau de la sécurité publique. J'imagine qu'il faut qu'il y ait un motif. Il faut qu'il y ait un motif. Vous pouvez me demander de suivre votre conjoint, mais vous ne pouvez pas me demander de suivre le conjoint de madame. Je comprends. Donc, on ne peut pas juste vouloir assouvir notre curiosité, engager un détective privé, suivre notre voisin. C'est pas, dans ces cas-là, non. Okay. C'est pas légal, ça. Je comprends.
faut qu'il y ait un rapport. Vous ne pouvez pas me demander d'enquêter les finances de votre voisin parce que vous êtes curieux de savoir s'il fait plus d'argent que vous, là. Mais par contre, si vous lui avez prêté 10 000 puis qu'il ne vous le remet pas, bien là, vous pouvez me le demander. Vous avez un motif, là. C'est assez surprenant de savoir que la filature est légale sous certaines circonstances et que ça se passe plus souvent qu'on le pense. D'après mes recherches, si vous faites une demande d'indemnisation à la suite d'un accident de travail et que votre employeur, assureur ou même la CNESST elle-même a des doutes, il se pourrait très bien qu'on vous suive à votre insu. Et la SAQ peut aussi enquêter sur des victimes d'accidents de la route. Sur le site d'un autre détective privé, on vante le service de filature pour les motifs suivants: fraude CNESST, assurance, SAQ et autres, vol de temps et absentéisme, vol de marchandises, mise à pied d'employés problèmes, localisation de revenus, pension alimentaire, infidélité, surveillance par GPS. On parle même de suivre un employé qui est considéré pour une promotion pour s'assurer qu'on fait confiance à la bonne personne. Je vous cite leur site Internet. Il peut être préventif d'effectuer une filature de quelques jours afin de valider les fréquentations et train de vie du dit employé. Faut quand même rappeler qu'on a tous le droit à la vie privée et que toute filature n'est pas nécessairement acceptée par un tribunal. Il faut avoir des motifs très sérieux pour le permettre. C'est des milieux très basés sur la confiance. Je m'appelle Nadine Deslauriers-Varin. Je suis professeure à l'Université Laval en criminologie depuis 2012. J'agis maintenant aussi à titre de directrice du programme de doctorat en criminologie. Puis je suis aussi directrice adjointe du Centre international de criminologie comparée à l'Université Laval. Qu'est-ce qui est considéré comme une bonne preuve pour les forces de l'ordre? Ça, c'est une très bonne question. Une bonne preuve, j'imagine que plus tu as d'éléments, mieux c'est. Je pense que c'est plus dans cette optique-là qu'il faut regarder ça, parce qu'une bonne preuve, c'est sûr que si on est capable d'avoir des preuves, vraiment des traces physiques ou physiologiques, un ADN, des éléments comme ça qui sont moins réfutables, je dirais, plus la preuve elle est importante. C'est-à-dire que plus elle arrive de différentes sources, qu'on a été capable d'aller la valider à différents niveaux, qu'on a plusieurs éléments autre que circonstanciel, plus on a de ça, plus le dossier va être solide. Je vous donne un exemple. Dans un crime sexuel contact, ça va être souvent la parole de la victime versus la parole de l'agresseur potentiel. Et là, il faut arriver à départager de façon le plus objective possible qui a raison, qui dit vrai, qui dit faux, alors que dans les faits, probablement que ça se retrouve quelque part entre les deux. Quand on arrive en exploitation sexuelle en ligne, justement, tous les crimes en ligne, en fait, la trace, la preuve, elle est tellement importante. Tu as des logs, tu as des chats, tu as l'ordinateur. Fait que souvent, ils vont arriver en interrogatoire. L'intérêt, c'est pas tant que la personne reconnaisse qu'elle a fait les gestes, c'est bien elle qui a fait la création de matériel pornographique ou peu importe. C'est de savoir, OK, ça, c'est ton ordinateur. On sait que cet ordinateur-là a tant d'images pornographiques. Est-ce que tu es capable de me confirmer qu'il y a juste toi qui as accès à cet ordinateur-là? Est-ce que tu peux me donner ton mot de passe? Est-ce que tu me confirmes donc, c'est ça, que c'est juste toi qui y as accès? À partir du moment où la personne arrive à dire oui à ces éléments-là, que la personne après ça dise que oui, je l'ai fait versus je ne l'ai pas fait. On savait déjà. Les éléments sont tellement importants qu'ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs quand ils vont rencontrer la personne, parce que tu peux dire non tant que tu veux. Je veux dire, on a tous les éléments, nous, qui nous permettent d'aller de l'avant puis déposer des charges. T'sais. Si on compare, on sait que les auteurs de crimes sexuels sont ceux qui ont le moins tendance à collaborer ou à coopérer en interrogatoire policier. Mais quand on arrive avec les crimes d'exploitation sexuelle en ligne, comme je vous disais, là, on se ramasse avec des taux de collaboration et de confession dans les 90%, alors qu'habituellement, on est plus aux alentours avec les délinquants sexuels ou les auteurs de crimes sexuels aux alentours de 30%. Donc, mon interprétation, moi, par rapport à ça, pour cette variation-là extrême dans ces taux de collaboration-là, je pense qu'elle repose beaucoup, beaucoup sur cet élément-là de preuve. La preuve, c'est le dossier. Quasiment. Exactement. Ça, puis la relation avec les policiers. Donc, c'est vraiment les deux facteurs clés là, pour expliquer pourquoi quelqu'un va décider de parler alors qu'il n'y a probablement aucun intérêt pour lui de le faire. Le 7 février 2010,
Le colonel Russell Williams, commandant à la base des forces canadiennes, est convoqué dans les bureaux du service de police d'Ottawa. Quand il franchit le seuil de la porte et qu'il salue son interrogateur, le sergent-détective Jim Smith, il est convaincu qu'il vient seulement répondre à quelques questions de routine. C'est que la police enquête sur le meurtre de Jessica Lloyd, une femme de 27 ans. Williams, lui, habitait près de chez elle. Il commence l'interrogatoire en souriant, en faisant des blagues. Et finalement, des heures plus tard, il indique aux policiers où trouver son corps. Il avoue avoir violé et tué Jessica Lloyd et une autre femme, la caporale Marie-France Comeau. Le cas de Russell Williams, donc le caporal, est un exemple de cet interrogatoire-là. Moi, je trouve qu'il représente bien ces deux éléments-là. L'interrogatoire a été mené avec vraiment doigté. L'interrogatoire est solide. Jim Smith est clairement un maître dans son domaine. Mais si Russell Williams, qui était pourtant très confiant au début de l'entretien, est complètement déstabilisé devant le détective, c'est aussi parce qu'il lui a présenté des preuves béton. Il l'a mis devant le fait accompli. Est-ce que ça vous a surpris de savoir que quand les officiers de la police scientifique regardaient autour de sa propriété, ils ont identifié des tracés de pneus au nord de la propriété de Jessica Lloyd? Ils ont examiné les tracés, et vous savez, les tracés de pneus sont une source majeure de preuves pour nous. Très rapidement, après le début de cette enquête, ils ont identifié ces pneus comme les mêmes que ceux de votre Pathfinder. Vraiment? D'accord. Mais le problème, Russell, c'est que chaque fois que je sors de cette pièce, il y a un autre problème qui apparaît. Ce sont des problèmes qui pointent vers vous. Et je veux que vous puissiez voir ce que je veux dire. Ça, c'est la trace de la botte de la personne qui s'est approchée de l'arrière de la maison de Jessica Lloyd le soir du 28 et du 29 janvier. Ça, c'est une photocopie de la botte que vous avez retirée de votre pied. Et je me fie aux experts. Les empreintes de bottes sont très similaires aux comparaisons d'empreintes digitales. Celles-ci sont identiques. Votre véhicule a conduit à côté de la maison de Jessica Lloyd. Vos bottes ont marché à l'arrière de la maison de Jessica Lloyd le soir du 28 et du 29 janvier. Et je vous ai convoqué aujourd'hui parce que je voulais vous donner le bénéfice du doute. Mais vous et moi, nous savons que vous étiez à la maison de Jessica Lloyd. Et je dois savoir pourquoi. Ben là, il est arrivé avec des éléments de preuve, puis face à ces éléments de preuve-là, on le voit là, dans la vidéo, à un moment donné, il arrête, puis il se met à réfléchir. Des traces de pneus, des traces de bottes, des preuves pas mal incontestables. Assez, avec la menace des tests d'ADN qui allaient bientôt revenir des labos, pour faire parler Williams. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez que j'explique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque, qui vous dérange, que je peux éclaircir? Pouvons-nous en parler? Je veux minimiser l'impact sur ma femme. Moi aussi. Donc, comment on fait ça? Eh bien, on commence en disant la vérité. Où est-elle? Donnez-moi une carte de la région. Et je pense qu'il y a beaucoup de respect pour l'enquêteur. Ça se voit dans la façon dont il se comporte. L'enquêteur avait beaucoup de respect pour lui aussi. Donc, quand je dis que c'est du donnant-donnant, c'est ça aussi. T'sais, on agit comme on veut que l'autre agisse avec nous. C'est un peu une clé relationnelle. Là, t'sais. Ce qui fait que je pense que c'est tout ce respect-là qui s'est développé à travers l'interrogatoire, combiné à des éléments de preuve assez importants, ont fait en sorte qu'à un moment donné, il a fait, effectivement... Alors, je l'ai violée chez elle, et après, je l'ai forcée à aller dans la voiture. On est allé à Tweed, on a passé la journée dans cette ville, et je l'ai frappée pendant qu'on se promenait. Elle pensait que je la ramenais, et je l'ai frappée à l'arrière de la tête. J'ai été surpris de la violence du coup, son crâne a fendu. Elle est inconsciente, et je l'ai tranquille. Est-ce que c'est un cas où est-ce qu'on avait besoin de sa confession? Oui, je pense que c'est surtout dans des cas de crimes sexuels, là, surtout qu'en plus, dans ce cas-là, il y avait encore cette dernière victime-là là, qu'on ne savait pas été rendue. Dans le cadre de mon travail, j'ai déjà utilisé des moyens non conventionnels pour accumuler des preuves. Par exemple, je me suis fait passer pour quelqu'un d'autre pour obtenir des informations que j'aurais jamais pu avoir autrement.
Pour d'autres enquêtes, je suis allée fouiller dans des registres pour trouver des informations personnelles sur des gens sur qui j'écrivais. Tout ça, c'est légitime parce que l'information que je cherchais était d'intérêt public et parce que je n'avais aucun autre moyen d'obtenir les informations. Le journalisme aussi, ça fait sortir la vérité. Et parfois, si les techniques utilisées peuvent paraître illicites, elles sont légitimes. J'en ai parlé à une habituée de l'infiltration et de l'enquête journalistique, la journaliste de Radio-Canada, Brigitte Noël. En ce qui concerne les méthodes clandestines, ça, c'est vraiment une méthode exceptionnelle. Alors, il faut le justifier. On peut pas juste partir avec une caméra cachée dans tous les cas. À Radio-Can, puis je dirais que dans tous les médias crédibles, il faut d'abord aller voir notre patron et discuter de la méthode, de l'intérêt public, de tout ça. Il faut montrer que il y a aucune autre façon d'aller chercher cette information-là que par des méthodes clandestines. Et un exemple qu'on a vécu, c'est en 2018, j'ai fait une enquête sur la thérapie de conversion au Québec. Et donc, thérapie, c'est pas le bon mot, mais c'est ces méthodes qui sont utilisées pour, entre guillemets, guérir l'homosexualité. Et ça, dans les années 2000, au Québec, ça se passe encore, mais tu peux pas juste cogner à la porte d'une église ou d'un thérapeute et demander s'il fait de la thérapie de conversion. C'est sûr qu'il va te dire non. Alors nous, on avait des informations qui nous laissaient entendre que ça se passait dans certains lieux. On avait identifié les lieux. On est allé chercher un collaborateur. Et ce collaborateur-là, qui était gay, on a utilisé une histoire qui était basée sur d'autres, des témoignages de personnes qui avaient vécu des thérapies de conversion pour le mettre dans un personnage. On a vraiment créé un personnage qui allait ensuite se présenter dans ces églises et ces centres de thérapie-là pour leur dire qu'il souhaitait changer son orientation sexuelle. Et c'est ce qu'il a fait pendant plusieurs semaines. Il est allé à quelques reprises à chaque thérapeute, à chaque pasteur pour essayer de changer son orientation sexuelle. Et nous, on l'avait mis d'une caméra ou d'un micro pour capter ce qu'il vivait. Ensuite, on a transcrit les conversations qu'il avait eues, on les envoyait à des experts en thérapie de conversion qui ont confirmé que c'est bel et bien ce qu'il avait vécu. Sans les enregistrements, sans les caméras cachées, on n'aurait pas pu avoir ces informations-là. Alors, c'est vraiment ces méthodes clandestines-là qu'on a dû vraiment justifier dès le début et qui ont fait le reportage. Donc, dans une enquête policière, journalistique ou citoyenne, on a nos preuves, on a désigné notre menteur. Et si en plus, on a une preuve vidéo, notre cas est solide. Je sais que des vidéos, ça peut se truquer. Même avant l'intelligence artificielle, ça pouvait se truquer. Tu sais, des montages vidéo, ça peut se faire. Nous, quand je suis appelé en témoignant en cours sur des images vidéo que j'ai prises, généralement, j'ai tout le temps les heures qui apparaissent à l'écran, l'heure et la date, puis il faut que tout corresponde pour établir que c'est pas un montage. Puis s'il y a une coupure, il faut que je sois en mesure d'expliquer pourquoi il manque 5 minutes sur cette vidéo-là. Puis ça. J'insiste sur la preuve vidéo parce que oui, c'est la preuve ultime tant qu'elle fait partie d'un ensemble de preuves. Parce qu'à ma connaissance, il n'existe encore aucun moyen de comprendre, à l'aide d'un seul élément, tout le contexte, toute la personnalité, les influences et les intentions de quelqu'un, hors de tout doute, qu'on l'ait filmé ou pas. La GRC a arrêté 2 personnes, Canadiens de naissance, rendues loin dans leur projet de faire sauter 3 marmétières en pleine fête du Canada à Victoria, en Colombie-Britannique. La GRC a arrêté et accusé John Stuart Nuttall et Amanda Cordy pour des activités reliées au terrorisme, incluant d'avoir pris des mesures pour concevoir et par la suite placer des engins explosifs à un endroit public prédéterminé. Il n'y avait pas de support international pour cette attaque-là. Alors, c'est des individus qui se sont radicalisés pour commettre des actes criminels. L'enquête avait commencé en février dernier et c'est grâce à un échange d'informations entre la GRC et les services de renseignement canadiens que la tentative d'attentat a pu être déjouée. Donc, les policiers ont les preuves parce que des agents doubles ont suivi le couple pendant plusieurs semaines et presque toutes leurs interactions ont été filmées. Un jury a reconnu coupable le couple Nuttall-Cordy en 2015 de complot terroriste et d'avoir fabriqué un engin explosif.
Alors pourquoi est-ce qu'en 2016, une juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a déclaré que le couple avait été piégé par les policiers et les a libérés? Elle a dit « Il existe déjà assez de terroristes dans le monde et il serait déplorable que la police se mette à en inventer d'autres. » Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui est arrivé aux preuves qui ont mené à l'arrestation du couple? J'ai entendu parler de cette histoire dans le documentaire Produire la menace, réalisé par Amy Miller. C'est basé sur le livre du même titre, écrit par le militant et porte-parole de la Coalition contre la répression et les abus policiers, Alexandre Popovic. J'ai voulu le rencontrer. C'était qui, le couple Nuttall-Korody? John Nuttall, comme il s'appelait à l'époque, il était âgé d'environ 40 ans. Anne Korody, elle avait environ 10 ans de moins. C'est des gens qui avaient vécu dans la rue, donc l'expérience d'être en situation d'itinérance dans les rues de Victoria. C'est des gens aussi qui avaient développé un problème de dépendance à l'égard de drogue dure. Donc, durant l'opération policière, ils recevaient des doses de méthadone sur une base quotidienne. C'était des gens, on peut dire, vraiment paumés dans la mesure où ils vivaient avec de maigres prestations d'aide sociale, dans un petit appartement, là, dans un demi-sous-sol. Et ça, évidemment, ça finit par te vulnérabiliser là, jusqu'à un certain point. Est-ce que vous pouvez me résumer un peu comment ils ont fait pour les pousser à commettre cet acte-là et à s'incriminer? L'enquête policière, ça s'est étiré sur 3-4 mois. Il y a eu 3 agents infiltrés. L'agent qui a tenu le rôle principal, c'est quelqu'un qui est vraiment c'est un policier qui est vraiment de confession musulmane. Apparemment, qui avait aucune expérience en matière d'opération d'infiltration avant cette opération-là. Donc, le policier de la GRC, il a travaillé notamment pour l'amener à soumettre un plan. Okay? Parce que c'est une chose de ventiler ses fantasmes, mais c'est une autre chose d'avoir un plan pour commettre un acte terroriste. Puis parce que là, faut planifier tout ça, là, hein? Donc, ça prend un certain degré d'organisation, ça prend des moyens. Puis eux autres, ils n'avaient pas ces moyens-là. Non seulement il n'y avait pas les moyens, mais il n'y avait pas de véritable volonté. C'est juste faire le plan, là. Il a fallu que le policier de la GRC mette beaucoup de pression sur une période continue pour amener Nuttall avec un projet réalisable. OK? Et toute cette opération-là, ça a été filmé. Hein? Donc, toutes les interactions entre Nuttall et le policier, c'est tout filmé. Puis, on le voit là dans les images vidéo à quel point que le policier mettait de la pression pour que Nuttall arrive avec un plan réalisable. Est-ce qu'il y aurait eu une tentative d'attentat sans l'intervention du policier? Ah, moi, je le crois pas une seule seconde. Tu sais, je veux dire, eux autres, là, dans leur quotidien, ce petit couple-là, là, okay, comme ils sortaient pas beaucoup de chez eux, ils fumaient du weed en jouant à des jeux vidéo. Il n'y avait même pas les connaissances techniques nécessaires pour... fabriquer une bombe. Ben, c'est ça, parce que ça prend des connaissances techniques, puis si tu t'aventures dans la fabrication de bombes sans connaître ça, ben, ça peut te péter d'en face, là, tu sais. Vu que l'épisode est sur la preuve, ce que je constate, c'est qu'il y a 100 heures de vidéos qui ont été montrées au jury. Le jury les a quand même déclarés coupables, mais c'est ces mêmes vidéos-là qui ont servi à les faire sortir de prison. Il y avait accès à tout. Il y avait accès à tout. Il y avait accès à tout. Donc, si je résume, les actions du couple Nuttall-Korody étaient sur vidéo. Les efforts du policier, son implication dans la manipulation du couple pour les pousser à commettre ces actions-là aussi. Et ça, dans le premier procès, ça n'a pas tellement joué un rôle, l'implication du policier, vu que les actes qu'on leur reprochait avaient bel et bien été filmés. C'est dans le deuxième procès, par la défense, que ces preuves vidéo-là de l'implication du policier, des agents de la GRC, est venu jouer un rôle. Oui, c'est ça. Donc, au final, l'enquête policière de la GRC a créé de la preuve incriminante à l'égard du couple. Par exemple, il y a vraiment un moment qui est assez crucial dans l'enquête policière où ce que John Nuttall rencontre celui qui est désigné comme étant un haut placé dans l'organisation terroriste fictive, qui est évidemment un autre agent de la GRC. Donc, John Nuttall rencontre cette personne-là dans un hôtel et il doit le convaincre que
le scénario des autoaccuseurs, c'est son plan à lui, c'est son idée à lui. Et pourquoi il doit le convaincre? C'est parce que cette personne-là, haut placée, c'est elle qui peut autoriser ou non l'accès aux explosifs. Donc, ça, c'est le contexte de cette rencontre-là, qui est filmée comme toutes les rencontres. Et Nuttall, candide comme il est, lui, ce qu'il dit, ben non, ça, c'est pas mon idée, c'est l'idée de l'autre. Là, il veut donner le crédit. Hein. Ben, c'est ça, tu sais, il est juste trop honnête, le gars. Sauf que l'agent de la GRC, l'infiltré principal, au sortir de cette rencontre-là, ben là, il est vraiment maudit après Nuttall. Et puis, il lui fait savoir. Puis, il lui met encore plus de pression pour finalement que Nuttall finisse par dire ce que lui veut entendre et finisse par s'incriminer. Mais qu'est-ce que ça vaut, une preuve vidéo comme ça, quand on connaît toutes les coulisses du moment où il a fini par s'incriminer? Ben, c'est ça. Qu'est-ce que ça vaut? Moi, je pense que c'est un peu un coup de dé là, que la GRC a fait. Tu sais, dans le fond, là, ce couple-là, s'ils n'avaient pas eu des bons avocats qui s'étaient pas battus, mais vraiment là, de façon très, 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 très ferme pour obtenir justice et faire éclater la vérité, ben peut-être qu'il serait encore en prison aujourd'hui. Après ma conversation avec Alexandre Popovic, j'ai voulu reparler avec la professeure en criminologie Nadine Deslauriers-Varin. Je voulais savoir si manipuler des suspects à ce point-là, c'est une pratique courante au Canada. Au Canada, au niveau légal, en tout le moins, les policiers ne peuvent pas présenter de fausses preuves, ne peuvent pas mentir au suspect qui est rencontré. Donc, on a un cadre légal qui est très sévère sur ces éléments-là. Contrairement, par exemple, aux États-Unis, où en interrogatoire, notamment, c'est encore possible de manipuler ou de présenter de la fausse preuve. Nous, au niveau Canada, on ne peut pas faire ça. L'interrogatoire serait automatiquement tassé puis serait mis de côté, ne serait pas retenu comme élément de preuve. Je pense que la police a tellement été mise dans l'eau chaude à plusieurs reprises dans les dernières années où il y a des cas comme ça qui sortent, il y a des éléments qui ressortent de façon d'intervenir des policiers. Puis on parle pas juste d'enquêteurs, on parle aussi des policiers patrouilleurs. Un profilage racial, par exemple. Des façons de faire, des pratiques qui sont en place, qui sont pointées du doigt avec raison. Mais je sens vraiment là, que justement parce ils ont tellement été échaudés qu'il y a encore plus cette envie-là ou ce désir-là de dire « OK, non, on va changer », en lien aussi avec les changements au niveau de la société qu'on voit dans les dernières années. Je pense qu'on n'a pas le choix non plus de reviser un peu, de s'analyser puis de vouloir changer les choses. Alors, comment s'assurer qu'on a les bonnes preuves? Je vous dirais d'adopter le réflexe des journalistes, qui est de regarder tous les côtés possibles d'une même histoire et d'ouvrir l'œil pour les pièges. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, avec le phénomène de la désinformation, on se rend compte que les fausses nouvelles les plus efficaces, ce ne sont pas nécessairement celles qui ont été fabriquées de A à Z. Celles qui marchent et qui convainquent, ce sont celles qui présentent une histoire vraie, mais à laquelle on a enlevé tous les passages qui ne font pas notre affaire. Et même là, les mensonges les plus farfelus ne seront jamais remis en question par ceux qui veulent absolument y croire. Peu importe le nombre de preuves béton qu'on a pour les démentir. Et à ce sujet, je voudrais laisser le mot de la fin à la journaliste Brigitte Noël. De plus en plus, puis là ça date un peu de l'ère Trump, des fois tu recueilles des preuves puis tu les présentes à la personne et tu fais dire que c'est pas vrai, que tu l'as inventé. Alors, il y a cette méfiance-là envers les médias qui fait en sorte que les personnes peuvent se permettre de dire « Non, cette preuve-là, c'est pas vrai ». Et même si c'est la preuve la plus fiable, souvent, de plus en plus, la personne peut s'en sortir juste en disant « Non, je choisis à la Donald Trump. Non, c'est pas vrai. Fake news. » Alors ça, c'est embêtant, puis je pense qu'on apprend encore à gérer ça parce que c'est quand même nouveau comme réaction et c'est assez choquant. Il y a vraiment un courant dans cette direction-là, puis ça, c'est une autre discussion. Ce balado est une production du groupe Fairplay pour Savoir Média. Idée originale, recherche, scénarisation et animation, Camille Lopez. Réalisation et habillage sonore, Caroline Delamotte.
Mixage sonore, Francis Thibault. Surimpression vocale, Stéphane Gibault et André Filion-Chartrand. Responsable de la production pour Fairplay, Marie-Flo Ménard et Flavie Payette-Renouf pour Savoir Média. Direction générale de Savoir Média, Marie-Josée Lestage.